critères de participation à la concertation nationale entre acteurs politiques annoncée par le gouvernement. Autrement dit, il fallait avoir pris part aux élections législatives de décembre 2018, élections des conseils municipaux en juin et août 2019 et l'élection présidentielle de février 2020, l'une d'entre ces trois principales élections. Mais sur les 21 partis, seuls 17 ont pu répondre à l'appel du gouvernement. Et ceux qui n'ont pas pu prendre part à cela, il s'agit donc des partis membres de la DMK, à savoir le MPDD de Gabriel Mensah-Agbeyo-Mekodjo, le NI de Gabriel Dosset-Agnon, la CDPA de Mme Brigitte Kafia-Diamarbo-Johnson et les démocrates socialistes africains DSA de Targon Sambiri. Et voilà, madame, monsieur, la CENAP a démarré ses travaux proprement dit en janvier 2019, et c'est-à-dire le 19, et les travaux ont pris fin le 13 juillet dernier. Alors, avec une panoplie de recommandations sur divers points, notamment 52 propositions. Alors, qu'est-ce que tout cela voudra signifier? Quels sont les points contenus? Donc, dans ce document de 15 pages, nous allons l'éplucher tout à l'heure avec le député Sénat Ali Pui, troisième vice-président à l'Assemblée nationale. Il est également co-président de la CENAP. Alors, monsieur Sénat Ali Pui, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Agbetim. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Voilà. Et vous êtes également conseiller du président national de l'UFC, M. Gilchrist Olympio. Alors, je vais commencer d'abord par votre formation, votre formation politique. Est-il toujours debout, l'UFC? On parlait tout à l'heure de tapioca. Tapioca qui nous amène au manioc. Ouais. Manioc qui nous amène à quelqu'un que nous avons perdu il n'y a pas longtemps, Jacob Desvarieux de Cassave. Vous savez que Cassave, ça veut dire manioc. C'est un produit dérivé de manioc. En anglais, c'est cassava. Cassava. Donc, on ne peut pas commencer cette émission sans lui rendre hommage. Et maintenant, vous nous demandez si nous sommes debout. Oui. Si votre parti est toujours debout. Comme le tapioca a de bons effets sur l'être humain, nous sommes debout comme ce que vous savez. Ah d'accord, ok. Et depuis un bon moment, des députés de l'UFC, avec à leur tête le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, vous, je voudrais dire, vous avez entamé des tournées dans plusieurs préfectures du Togo. Pourquoi faire? Il s'agit avant tout d'un principe sacro-saint que notre parti suit, qui est celui de la reddition des comptes. Donc, quand vous travaillez pour les gens, il faut rendre compte. Quand vous allez en mission, il faut rendre compte. Et nous sommes au Parlement depuis 2 ans. Nous rendons régulièrement compte dans nos circonscriptions. Nous venons régulièrement à la radio rendre compte. Et il y a des zones où nous n'avons pas eu de députés, mais où se trouvent les populations togolaises également, où il faut aussi aller rendre compte. Donc cette tournée ne visait pas à rencontrer principalement les populations compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, la Covid, mais visait avant tout à rendre compte aux représentants de nos populations en partie dans ces zones-là, notamment les fédérations de notre parti qui sont implantées un peu partout. Et vous en avez combien encore à ce jour? Vous en avez combien encore à ce jour? Nous en avons 54. 54 fédérations de l'UFC. Oui, bien sûr. À l'échelle nationale? On est implanté dans toutes les régions du Togo, de Mandouri à Gando, dans tous les coins que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas un seul endroit au Togo où vous allez, où l'UFC n'est pas implanté. Et je ne raconte pas ma vie. Je vous ai envoyé des liens, des photos, j'ai ma page YouTube, où partout où nous allons, en toute transparence, même ce qu'on dit dans des réunions qui sont presque privées, est public, parce que nous n'avons rien à cacher, nous travaillons dans la transparence, et lorsque nous avons fini une mission, nous rendons compte. Donc nous avons visité nos fédérations, principalement, pour leur rendre compte des activités parlementaires. Oui, et justement, rendre compte des activités parlementaires, c'est-à-dire c'est eux qui vous ont mandaté à les représenter à l'Assemblée nationale, mais quel est le message principal que vous apportez à ces populations, disons à vos militants? Le message principal est que le Togo avance et nous, comme enfants de la Blodé, nous ne sommes pas en majorité, nous ne sommes pas au pouvoir. Nous avons des propositions que nous faisons, il y a un travail que nous faisons, donc nous voulons apporter cette touche d'Ablodé à ce qui se fait pour que le Togo avance et qu'à terme, nous puissions devenir l'or de l'humanité.
comme l'ont rêvé nos grands-parents et parents qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays. Donc le message que nous leur apportons, c'est un message avant tout de paix, un message d'apaisement, un message pour leur dire que le Togo doit et va être de plus en plus libre, un message pour leur dire que le Togo doit et va être de plus en plus prospère, mais que c'est un travail collectif. Il ne s'agit pas d'être en marge de ce qui se fait et de seulement critiquer ce que font ceux qui sont au pouvoir. Il faut participer, il faut apporter ses idées, il faut débattre, et une fois que nous avons fini de débattre, on essaye de retrouver la vérité, on essaye de trouver des consensus, et on va à l'essentiel. Donc c'est ce message-là que nous leur avons apporté pour qu'ils émulent l'attitude que nous avons au plus haut sommet du parti, à la base, c'est-à-dire travailler en toute harmonie avec tout le monde. Peut être en désaccord, mais exprimer son désaccord en y mettant la forme, en venant surtout avec des propositions. Donc c'est un peu la philosophie de Gilchrist Olympio que nous continuons à disséminer dans les fédérations qui à leur tour vont aller dans les sections et les sous-sections. Et le nom est évoqué, M. Gilchrist Olympio. Oui. L'UFC d'hier et l'UFC d'aujourd'hui, pratiquement, il faut le reconnaître sans embâche, c'est presque le jour et la nuit. Alors, à quel niveau la rondelle semble être bloquée? Rien n'est bloqué. Nous sommes dans un processus dynamique. Je pense que lorsqu'on parle d'un bébé, tout début, c'est dans le ventre de sa mère, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Il y a un processus de 9 mois au bout duquel le bébé finit par sortir. Et quand le bébé sort, c'est une évolution. Au début, il faut le nourrir, il faut tout faire pour lui. Mais à un moment donné, vous voyez le bébé commence à marcher, après il grandit, après il commence à parler, ensuite il faut le mettre à l'école et à un moment donné, il devient un adulte. Et à son tour, donc nous sommes en pleine évolution. Nous avons connu une phase où nous estimions que, enfin, moi personnellement, mais c'est une politique que j'assume, une politique passée que j'assume, que la confrontation était peut-être la meilleure façon de faire évoluer la situation. Et depuis 2010, avec la signature de l'accord, nous avons décidé que maintenant il fallait se parler et essayer de trouver des consensus. Vous avez réorienté les stratégies, changé de pôle ou bien de fusil d'épaule, carrément de paradigme? Voilà, on a changé de paradigme. Alors bien entendu, nous n'avons pas été compris et nous l'assumons. Tout comme certains partis ne sont pas compris aujourd'hui, mais ils préfèrent insulter tout le monde au lieu de se remettre en cause. Nous n'avons pas été compris, nous avons perdu, je dirais, presque la moitié, sinon presque les 2/3 de ce que des gens qui nous suivaient, qui ont été induits en erreur. Mais vous voyez, nous sommes en 2021 maintenant, et 11 ans après la signature de cet accord, le duo Faure Gnassingbé et Gilchrist Olympio qui se sont mis dans un dialogue bilatéral pour essayer d'apaiser la situation politique, relancer l'économie et permettre au Togo d'essayer un autre chemin pour aller à l'alternance, ont été rejoints par 21 partis qui ont été invités. Il y en a 17 qui ont répondu, 16 qui ont répondu et qui ont pour faire au total avec vous 17. Donc 16 au total. Pour vous dire que cette philosophie qui était décriée hier et qui nous a valu beaucoup de pertes, nous n'avons pas été compris, est finalement partagée et acceptée aujourd'hui, même par ceux qui nous ont donc quittés. Ceux-là qui ont accepté venir donc à la CENAP, ils partagent les visions de Gilchrist Olympio rejetées hier. De Gilchrist Olympio et de Faure Gnassingbé, parce qu'il faut être deux pour danser. On ne danse pas, c'était pas quelque chose qui se faisait seul. Donc, ils se sont inscrits dans cette dynamique-là. J'aurais souhaité que certains d'entre eux viennent vous expliquer ce changement qu'ils ont effectué en toute humilité. Parce que vous savez, il n'y a aucun mal à se faire du bien. Le dialogue, comme le disait Houphouët-Boigny en janvier 1970, c'est l'arme des forts, c'est l'arme de ceux qui peuvent mettre l'intérêt général avant leurs intérêts particuliers. Et nous avons toujours été dans cette dynamique-là. Nous sommes toujours dans cette dynamique et nous sommes contents d'être rejoints par la quasi-totalité des forces politiques qui comptent. Et je termine en disant que nous souhaitons que cela continue. Et pour nous, UFC, comme vous le voyez... De toutes les façons, nous allons revenir tout à l'heure sur la CENAP. Vous êtes debout et nous allons récupérer ce que nous avons perdu. Le terrain. C'est ça la philosophie. Mais puisque nous avons raison, si nous avons raison, pourquoi voulez-vous que Pourquoi dites-vous que vous avez raison, M. Alépi? Parce que maintenant, tout le monde est à la table du dialogue. Il n'y a plus personne qui vous parle de marché ou des histoires d'Achadam où il faut tout saccager.
tout le monde s'est assis pendant 6 mois pour maintenant discuter comme des adultes, comme des gens responsables. Alors, si c'est ce que tout le monde fait maintenant, il n'y a aucune raison que les gens qui nous ont quittés parce qu'on leur a fait miroiter que si on allait tout saccager, on allait avoir l'alternative. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne Non, mais en fait, les manifestations des Togolaises étaient des manifestations pacifiques. L'objectif n'était pas de saccager les biens publics et privés. C'est oui, le vent qui a renversé les boutiques. Oui, mais où se trouve aujourd'hui M. Guégrès Olympio, votre président national? Olympio, le président national de l'UFC, le chef de file de l'opposition, notre leader charismatique, se trouve à Paris. Ah. Il est confiné là depuis. Mais il est quasi inexistant aujourd'hui sur la scène politique. Je vous invite encore à aller regarder les photos de notre dernière tournée. Il n'y a aucune zone où nous sommes passés. Là, nous avons même limité le nombre de gens qui pouvaient venir à cause de la Covid. Il n'y a aucune zone dans laquelle nous sommes passés où nous n'avons pas eu foule. Et ça, ce n'était même pas encore les populations. Ça, c'est les cadres de haut niveau de notre parti. Donc, dans les fédérations. C'est dans la presse et dans ceux qui ont bien voulu croire les menteurs qui vous mènent en bateau depuis la conférence nationale que nous n'existons plus. Dans la réalité, nous sommes bien là, nous sommes chefs de file de l'opposition. Ah, en tout cas, alors une manière pour l'UFC de se mettre en ordre de bataille pour les régionales? Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, ce n'est pas le jour où vous voulez faire la cour à une fille que vous allez commencer à être gentil et tout. Nous, c'est un principe sacro-saint, comme je vous disais, qui est de rendre compte. Donc notre démarche n'est pas électorale. Nous sommes élus pour servir les populations. Lorsque nous sommes en vacances parlementaires, il est tout à fait normal qu'on retourne vers les populations, leur rendre compte du travail que nous avons fait, écouter leurs doléances et maintenant voir dans ce qu'ils disent, la vie chère notamment, les problèmes de péage, tous ces problèmes-là, nous sommes partis les écouter, les toucher du doigt sur le terrain et maintenant voir avec la majorité parlementaire, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau législatif pour améliorer le cadre et tenir compte de ces problèmes-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager les Oui, et justement, voilà, vous êtes député, mandaté bien sûr par les militants que vous avez rencontrés et vous êtes également de l'exécutif du Parlement. Alors, la vie chère, comment pensez-vous amortir ce coup pour les Togolais avec la vie chère là que les populations vous ont encore brandi ou bien jeté à la figure, avec les péages, beaucoup d'augmentation pendant que le gouvernement lui-même nous dit nous sommes dans une situation de crise sanitaire. Bon, donc je tiens à clarifier parce que vous mentionnez régulièrement que je suis dans le bureau de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas ici ce matin au titre de l'Assemblée nationale. Bien sûr, comme vice-président de l'Assemblée, ma parole peut engager une partie du Parlement selon le contexte. Je suis ici comme conseiller spécial de M. Guégrès Olympio et co-président de la CNAP. Donc je suis plus dans un rôle politique aujourd'hui que parlementaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, aux élections législatives, nous avions un projet de société avec des solutions pour la misère, des solutions pour la pauvreté. Si vous avez 2 minutes, je ne vais pas aller dans les détails, mais je vais vous dire ce que nous aurions fait si nous étions en majorité. Vous voyez, aujourd'hui, le problème que nous avons, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui crée la misère. Le problème, c'est que nous avons subi un choc exogène de nature sanitaire, qui est la Covid. Et nous, si vous suivez les discours que je faisais à l'époque quand j'étais président de groupe parlementaire, c'était systématique. Je disais que la crise sanitaire va être suivie d'une récession. C'est comme si tu manges beaucoup de gari, puisqu'on parlait de manioc de takuta aujourd'hui, tu auras soif. C'est inéluctable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, si nous étions en capacité aujourd'hui, la première chose que nous ferions, tout à fait cessante, c'est l'identification des populations. L'identification des populations. Donc, audience foraine ou quoi? L'identification des populations. D'une part, un recensement général, puisque ça fait 10 ans ou 11 ans maintenant qu'on a fait le dernier recensement, identification biométrique, et justement on a voté une loi allant dans ce sens-là, pour savoir combien nous sommes au Togo, exactement quelle est la population qu'il y a dans le pays en ce moment et pouvoir la segmenter. Une fois que nous avons identifié les populations, nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons rapidement fiscaliser les populations pour pouvoir amener tout le monde à contribuer à l'effort en payant l'impôt. Fiscaliser le secteur informel qui génère beaucoup de revenus mais qui échappe à toute forme d'imposition. Si nous étions en capacité, nous suspendrions tous les péages et toutes ces formes d'impôts directs. Il y a un nouveau péage qui a démarré avant-hier et ce qui fait 13e péage pour ce petit pays qui compte simplement, qui se trouve sur une aire de 56 000 km². Je ne critique pas cette approche.
c'est une approche qui vise à imposer directement les usagers. Nous, à l'UFC, nous visons plutôt une approche indirecte, les impôts indirects. Alors, pour rapidement aller, puisque ça va assez vite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois que nous avons identifié la population et nous avons essayé de fiscaliser les populations, notamment les secteurs informels, nous supprimerions une bonne partie des impôts directs comme les péages, nous réduirons la TVA qui est à 18%. Nous avons proposé en 2018 déjà à l'époque de la ramener de 18% à 10%. Cela devait à l'époque, avec le budget de l'époque, avoir une incidence financière d'environ 119 milliards. Mais si nous sommes plus nombreux à payer l'impôt à la fin de chaque année ou bien par les prélèvements sur nos salaires et que tout le monde paye l'impôt, on paiera tous un peu moins d'impôts pour avoir des montants plus élevés. C'est un peu la stratégie derrière. Alors, ce que vous payez chaque jour au péage, 500, 1000 francs tous les jours, vous faites 1000 francs parce que vous travaillez à Tchélier tous les jours, ça vous fait 30 000 par année. Le SMIC est à 35 000. Ça veut dire par mois. Donc, si vous êtes au SMIC à 35 000 et vous dépensez 30 000 de péage, il vous reste 5 000 pour payer votre loyer, vous occuper de votre famille. Donc, pour nous, nous disons que selon votre catégorie de revenus, on vous impose. Ceux qui gagnent 2-3 millions par mois, peut-être payent 300 000, 400 000 de revenus. Et ceux qui sont à 35 000 payent peut-être 2-3 000. Mais quand tu arrives pour passer, tu passes le péage, tu ne payes rien. Donc, réduire la TVA, des programmes comme Novici, puisqu'on en parle. Novici est une très bonne chose, c'est un filet social. Nous avions dit depuis 2018 dans notre projet de société pour aller aux élections législatives que si nous étions élus, nous mettrions un système comme Novici permanent. Et le minimum, c'est 25 000. Oui. Donc, je vous envoie une copie du projet de société hier soir, et je pense que je l'ai fait également avant pour que vous le lisiez, pour dire que si nous étions en majorité, c'est ce que nous ferions. Et nous relèverions le SMIC à 50 000. Et ça, c'est depuis 2018 que nous l'avons proposé. Du moment où vous n'êtes pas majoritaire, raison pour laquelle vous êtes muré dans un silence assez assourdissant à l'Assemblée. Mais non, nous sommes une force de proposition. Et je vous rappelle ce que nous avons dit. Nous ne sommes pas comme certains partis politiques qui mènent des politiques stériles. Nous ne sommes pas dans la posture du tout ou rien. On vient, on voulait gagner, on n'a pas gagné, on a perdu, mais on n'est pas mort. On peut toujours proposer. Et si les idées sont bonnes, si tout le monde estime que l'idée est bonne, par consensus, on adopte l'idée. Un peu comme on l'a fait au dialogue. Donc c'est dans cette posture-là que nous sommes. Et nous faisons beaucoup de propositions à l'Assemblée. Et vous faites beaucoup de propositions à l'Assemblée. Parlons de propositions à l'Assemblée sans aller dans les détails. Juste pour vous donner une idée en termes de chiffres, parce que j'aime être précis. L'honorable Aomé Zounou, qui est député du Grand Lomé, ça c'est un député sur 7, à lui tout seul, a fait des propositions, plus de 500 propositions d'amendement depuis 2 ans. Donc modifier ceci, modifier cela. Certaines sont passées, d'autres ne sont pas passées. Mais c'est pour vous dire... Et je rappelle quand même qu'il est handicapé visuel. Cependant, absolument, c'est un de nos députés. Très efficace. Très efficace. C'est pour vous dire que le bruit ne fait pas de bien. Et le bien ne fait pas de bruit. Nous travaillons en silence. Le bruit ne fait pas du bien, dites-vous. Oui. Mais les Togolais ne veulent pas rester dans cette énigme. Le concret, c'est ce qu'on veut. Absolument. Et le concret, nous le faisons également. Nous avons opéré les réformes institutionnelles et constitutionnelles, limitant le mandat présidentiel à 2. Nous avons introduit le système d'élection à 2 tours. Nous, quand je dis nous, je parle de nous, l'opposition parlementaire, donc le NET, le PDP, le MRC, les autres, et la majorité. Vous qui constituez l'opposition parlementaire. Et la majorité, parce que nous sommes que 14 sur 91. Donc nous devons être très persuasifs pour amener le parti UNIR à faire des compromis. Ils n'ont pas vraiment... Oui, mais finalement, est-ce que vous pensez que c'est vous, votre travail, vous simple, les partis que vous venez de citer, qui, votre travail qui a poussé le gouvernement ou le parti présidentiel à pouvoir concéder, disons, la limitation du mandat, le scrutin à 2 tours, ou bien d'autres mouvements antérieurs ont poussé le gouvernement à être sur cette trajectoire? On ne va pas quand même pousser le bouchon jusqu'à nous dire que ceux qui n'ont pas été suffisamment intelligents pour participer aux élections législatives ont fait les réformes. C'est nous qui avons fait les réformes. Ah bon? S'ils étaient aussi efficaces qu'on le prétend, ils seraient à l'Assemblée, ils auraient fait les réformes pendant les 2 législatures précédentes où ils étaient là, et où pour une virgule ou un point-virgule, ils ne faisaient pas la réforme. Chaque fois on est dans la salle, on se lève, on se fâche, on fait du spectacle. Nous sommes des gens responsables. Nous sommes des gens concrets et notre politique mène des résultats. Nous ne sommes pas des gens qui allons venir ici vous raconter notre vie
Et puis après, il faudra trouver un autre mensonge pour corriger le premier mensonge, et de mensonge en mensonge, et après c'est la faute à tout le monde. Et que dites-vous alors à ceux qui estiment que vous êtes devenu une chambre d'enregistrement? Je leur dirais que si nous sommes une chambre d'enregistrement, nous enregistrons de bonnes choses pour le Togo, et que ce qui n'est pas bon, c'est pourquoi nous retournons sur le terrain pour écouter les gens, pour corriger le tir, pour écouter les doléances et voir comment on peut améliorer les choses. Mais visiblement, vous n'avez pas pu donner des réponses précises aux préoccupations des Togolais parce que vous dites si. Quel Togolais? Si. Ceux qui vous ont dit par rapport à la vie chère. Oh, par rapport à la vie chère. Vous, Oui. vous avez dit tout à l'heure que si. Oui, parce que je suis en minorité. Si vous aviez voté pour nous et que nous étions en majorité, la TVA, au jour d'aujourd'hui, ne serait même plus à 10%, elle serait à 5%. Et donc maintenant que vous êtes en minorité, ça voudra dire que bonjour le dégât. Non, on pousse pour ces choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient beaucoup sur les médias pour faire la politique. Mais nous sommes dans les couloirs et nous faisons le travail que nous devons faire. L'honorable Jerry Tahama, mon grand frère, le président Jerry Tahama, lui, quand ça ne va pas, il n'hésite pas à le dénoncer publiquement. Il a donné son opinion sur les péages. Il fait des saisines au gouvernement écrites qui sont publiques. Nous, notre style est un peu différent. Nous allons voir les ministres directement et nous discutons, mais nous travaillons ensemble, en toute intelligence. Et le résultat est le même. C'est-à-dire que si ce que nous proposons ou ce que nous disons est bon pour les Togolais, si ce que nous disons est utile pour le plus grand nombre, la majorité présidentielle aussi le perçoit comme ça. Nous faisons les changements qu'il y a à faire tranquillement, sans vainqueur ni vaincu. Nous ne sommes pas dans un ring de boxe où il faut nécessairement mettre KO l'autre. Nous sommes dans un... Mais quand même, cette simple question avant qu'on ne puisse aller à la CENAP, est-ce que vous avez du moins posé la question au gouvernement de savoir, puisque vous avez la latitude, de savoir pourquoi ces différentes augmentations, que ce soit le carburant, le péage, etc., en ce moment de crise, pendant que les Togolais tirent sérieusement le diable à la queue? Je pense que les meilleures personnes pour répondre à cette question, c'est un représentant du gouvernement. Moi, je suis représentant du chef de file de l'opposition. Donc, et je viens de vous expliquer... Ce qui suppose que le chef de file de l'opposition a cherché à comprendre. Et je vous explique que c'est une question d'approche dans les politiques publiques. L'approche du gouvernement actuel est de l'imposition directe. C'est-à-dire que, bon, on met des péages, on fait payer au prix à la pompe. Moi, c'est indirect. Tu paieras l'impôt peut-être une fois par année, c'est plus conséquent, mais ce que tu dois payer pour tes frais de santé sont dedans, ce que tu dois payer pour les péages sont dedans, tout ça là c'est prélevé sur ton salaire directement. Est-ce que tout cela ne signifie pas saigner les populations? Pas du tout. Et finalement, quand tu te retrouves à l'hôpital pour te soigner, c'est gratuit parce que tu as déjà payé indirectement même ton salaire. Je ne sais pas comment ça se passe à Radio Victoire ici, mais les fonctionnaires savent très bien que lorsqu'ils ont leur salaire brut, il y a un certain nombre de prélèvements. Et l'argent qu'il reste quand on le leur donne, qui est leur salaire net, c'est ça qu'ils peuvent dépenser. Alors moi, ce que je suis en train de dire, c'est que s'il y a des charges à passer aux gens, c'est par ce mécanisme-là. Et quand ils ont leur salaire net, ils sont tranquilles. Ils savent que mais en attendant, ils peuvent se faire soigner. Ils savent que leurs enfants peuvent aller à l'école gratuitement. Il y a des filets sociaux pour ceux qui ne trouvent pas de travail. Et nous avons une société qui avance sans que les gens ne voient leur salaire fondre comme la neige au soleil. Donc ça, c'est l'approche de l'opposition. Maintenant, l'approche du pouvoir, elle est là. Et c'est pour cette approche-là que les Togolais ont voté. Donc, c'est un choix souverain. Ah d'accord. Et nous, en attendant, qu'il faut respecter. Les Togolais sont condamnés à subir. Mais de quel Togolais vous parlez finalement? Vous en faites partie aussi. Mais justement, la vie chère. Alors, vous auriez dû voter pour... Mais vous ne subissez pas la vie chère. Mais si, plus que tout le monde, plus que quand ça ne va pas. Ah, honorable, aujourd'hui vraiment... Je suis à l'hôpital. On m'envoie les photos des ordonnances. D'accord. J'ai un décès ici. On t'envoie le faire-part. Alors, nous sommes les premières victimes. Vous êtes véritablement acculé? Nous sommes les premières victimes de la vie chère. Ah bon? Comme responsable. Au moins, vous, quand vous touchez votre salaire, personne ne sait que vous avez touché votre salaire. Nous, qui les vous gens, dit? Mais vous n'avez peut-être que votre famille sur le dos. Vous le savez bien qu'en Afrique, tout salarié a des milliers de bouches ou des dizaines de bouches à nourrir. Si vous alors, en avez revenons. des milliers, alors et nous? Et le SMIC est au niveau où nous tous nous le savons. Rien ne bouge.
Et entre-temps, on nous avait dit, Fonds de la solidarité nationale, on ne sait combien rentrer dans cette gibetière. Et puis le chef de l'État nous a parlé entre-temps de 400 milliards de francs CFA pour les dépenses liées au Covid-19. Où on en est, ce sont les députés qui devraient nous permettre de connaître, puisque le gouvernement ne communique pas sur ces notions. Finalement, tout est flou. Il communique, dites-vous, de toutes les façons, allons-y. À la Sénat. Sur les 400 milliards, avant de terminer, on a levé plus de 200 milliards. Lorsqu'on finira cette émission, vous me renvoyez la question par WhatsApp, je vais vous faire sortir les informations. Parce qu'on a posé cette question à l'Assemblée. Vous voyez, le problème, c'est que on part d'une pétition de principe que le gouvernement n'est pas là pour travailler pour la population et que l'opposition est corrompue. Et donc, on ne nous fait pas confiance, on pense qu'on est là à nous amuser. Alors que vous nous avez élus. Approchez-nous, posez des questions. Les questions que vous me posez ce matin, je pense que vous devriez les poser au gouvernement. Parce que nous, comme opposants, et voilà, le gouvernement, pour le moment, n'est pas disposé à communiquer sur ces choses. Mais on attend le moment venu. Mais du moins, vous, les députés, vous avez quand même la latitude de les approcher, de leur poser aussi ces questions. Nous le faisons. Et vous ne portez jamais ces informations au vu aussi du public. Non, je vous ai répondu à toutes vos questions. De toutes les façons. Des discussions à la Sénat qui ont pris fin le 13 juillet dernier. Hier, selon nos informations, le gouvernement vous a remis en catimini le document. Pas du tout, en tout cas très loin des feux, des projecteurs. Tout d'abord, pourquoi cela a pris du temps? Et pourquoi le gouvernement a choisi vous remettre ce document tant attendu par l'ensemble des citoyens togolais, de l'intérieur que de la diaspora, en catimini? Qu'est-ce que les Togolais peuvent retenir de ces assises qui ont duré 6 mois? Alors, M. Sénat Lépi, on va observer la pause et on revient dans quelques minutes. Merci beaucoup.